Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Sierra Leone. Mes trois invités sont restés avec moi. Alors, nous disions dans la première partie de notre émission, du moins à la fin de la première partie de notre émission, l'importance qu'il y a à rendre hommage au président Ernest Bai Koroma, qui d'abord à respecter strictement la constitution de son pays en se privant, en se gardant de la modifier pour briguer un troisième mandat. Il soutient un candidat qui perd les élections et sans tergiverser, il reconnaît la victoire du président Madabio. C'est important d'insister quand même sur la nécessité de rendre hommage à cet homme qui aura montré qu'il est un véritable homme d'État. Écoutez, moi je vais vous dire que c'est un grand hommage. Il n'y a pas de gagnant ni de perdant dans ce jeu démocratique. Nous devons saluer le président Bai Koroma qui a accepté de faire ses 2 mandats de 5 ans. À sa deuxième mandature, la 5e année, il s'arrête net et choisit un dauphin pour lui donner les rênes du pouvoir, pour compétir et gagner par les urnes le pouvoir de la République, le pouvoir du peuple. Ouais. Eh bien, vous voyez que nous avons au Botswana, par exemple, un président aussi qui est salué de partout dans le monde, qui abandonne le pouvoir. Président Kama. 18 mois avant même la date fixée, la date limite de sa mandature. Oui. C'est élégant. Donc, nous devons saluer celui qui a permis l'alternance démocratique dans ce pays. Et ça, c'est à saluer. Surtout qu'il a quand même été dans une des phases les plus difficiles de ce pays. Tout à fait. La crise humanitaire liée à Ebola. Avec près de 14 100 cas. Qu'il a réussi à juguler en mettant l'élan de l'économie de son pays. Avec 3 900 morts, oui. Plus de 4 000 morts. Et beaucoup des médecins qui ont perdu la vie pour s'affronter, pour affronter, faire face à cette maladie. Aujourd'hui, par rapport à une grande population, 7 millions, il y a combien de médecins qui restent? Donc il a quand même gardé une certaine stabilité de ce pays et qui le transmet aujourd'hui à un nouveau président Madabio qui va hériter, non pas seulement des choses qui n'ont pas été faites, parce qu'on ne peut pas dire que pendant toute la mandature du président Ernest Bai Koroma, oui. Il y a des choses qui ont été faites. Je peux juste vous dire qu'aujourd'hui, c'est quand même un pays où on a quand même 70% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. 50% ont accès à l'eau potable. Et 40%... On reviendra sur les défis du nouveau président. En tout cas, on ne peut que souhaiter une retraite paisible au président, au désormais ancien président Ernest Bai Koroma, qu'il repose, qu'il profite bien en tout cas de sa retraite. Alors, qu'attendre véritablement du nouveau président élu de la Sierra Leone? Quels sont les défis qui attendent l'homme? Avant d'en parler, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction signée Victoria Seji. Le mercredi 4 avril 2018, Julius Madabio a été déclaré président de la République sierra-léonaise par la Commission nationale électorale avec 51,81% des suffrages exprimés contre 48,19% pour son principal rival, Samora Camara, le candidat du parti au pouvoir. Cette présidentielle, couplée aux législatives et aux municipales, a été qualifiée de démocratique par les observateurs en dépit de quelques troubles. Mais elle reste assez significative pour le pays car elle marque l'alternance après 10 ans de pouvoir du président sortant Ernest Bai Koroma. Julius Madabio, ancien militaire qui a prêté serment 2 heures après l'annonce de sa victoire, prend ainsi la tête d'un pays dont il doit préserver les acquis démocratiques. C'est que c'est un ancien militaire. Vous savez, il a fait 2 mois déjà à la tête de ce pays. C'est lui d'ailleurs qui a pris ce pouvoir. Il a réussi à transférer le pouvoir aux civils et aujourd'hui, il a réussi l'alternance politique. Son combat, c'est de
rehausser le niveau surtout du pays. C'est surtout au plan socio-économique et sur les chantiers de la réforme de l'administration que le nouveau gouvernement est attendu. Après avoir donné l'espoir à la jeunesse confrontée à l'épineux problème du chômage, Julius Maada Bio doit à présent concrétiser plusieurs de ses promesses de campagne visant notamment à réduire la pauvreté, rendre l'éducation gratuite pour tous du primaire à l'université, renforcer le tissu économique, accélérer et accroître le niveau des investissements et lutter contre l'impunité. Julius Maada Bio, dont le programme de campagne était placé sous le signe de la lutte contre la corruption, suscite de nombreuses attentes. C'est très bien possible que ce nouveau président réussisse là où son prédécesseur n'a pas fait des résultats extraordinaires. En plus de cela, il faut dire que la Sierra Leone est en train d'emboucher le pas des autres pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest, comme le Nigeria et le Ghana, d'avoir la stabilité politique qui permettent aussi d'instaurer des programmes de développement à long terme beaucoup plus durables et beaucoup plus performants. Les défis qui l'attendent sont d'autant plus importants qu'il ne bénéficie pas d'une majorité au Parlement. Avec seulement 48 députés, le parti au pouvoir sera face à une opposition majoritaire forte de 63 députés. De nombreux indicateurs laissent toutefois entrevoir une pacification du champ politique. Il faut noter que les deux adversaires se sont engagés à travers leur formation politique à faire prévaloir la paix, l'harmonie et la stabilité. Alors, quelques chiffres pour commencer cette partie. La Sierra Leone, c'est 7 millions d'habitants, nous l'avons dit, mais c'est aussi, pour parler un peu du passé, 11 ans de difficultés, 11 ans de guerre civile qui aura fait déplacer 2 millions de vos compatriotes, mais la Sierra Leone, c'est aussi la reconstruction post-conflit avec une économie dont le taux de croissance est de 4,5%. Aujourd'hui, c'est légèrement au-dessus de la moyenne continentale. Le taux de croissance a même été 13,3% en 2013, l'année bonheur de votre pays. Donc, le président prend effectivement la tête d'un pays dont l'économie se porte relativement bien, même si le taux de pauvreté reste élevé. Et il dit dans son discours d'investiture, le nouveau président, le président Maada Bio, je le cite, « Je crois que l'investissement étranger est très important pour stimuler notre économie. Nous allons retirer toutes les barrières qui empêchent la Sierra Leone de grandir et faire de ce pays une destination très favorable pour les investissements étrangers. » Fin de citation. Brice, on va dire quoi? Il a compris le côté pratique de la paix et de la stabilité sans lesquels point d'investissement. Oui, ben parce qu'il faut rentabiliser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des institutions qui sont stables, qui fonctionnent, et qu'il y a la paix, hein, il faut le dire, donc il faut maintenant être attractif. Donc il faut attirer les investissements. Et sur ces points, il faut dire déjà que la Chine est déjà très présente en Sierra Leone. Hein. D'ailleurs, lors des campagnes électorales, voilà, il y avait même ça a été au centre du débat. Il y avait des joutes oratoires. Il y a un adversaire, notamment de monsieur, en fait, du candidat investi par l'ancien chef d'État, qui considérait que la Chine avait trop d'influence économique en Sierra Leone. Donc au niveau des investissements... Et même politique, et même d'influence politique. Et même, il y a eu même des gens qui ont dit que même l'ambassade de Chine à Freetown influait même sur le jeu politique et qu'il y avait même des risques qu'il y ait des débordements liés à cette influence. Donc c'est pour dire qu'au niveau des investissements, en tout cas, les Chinois sont déjà présents. En revanche, il faudrait élargir ces investissements. Il faudrait que les investisseurs soient plus élargis, qu'on puisse ouvrir cette possibilité à d'autres États, à d'autres structures, je dirais, non gouvernementales, mais toujours avec des contreparties, parce qu'il faut aussi veiller à cela, et c'est le rôle aussi des institutions. À partir du moment où on a des institutions qui sont stables, il ne faut pas que le jeu démocratique se résume seulement à l'élection, parce que le jeu démocratique, c'est un tout. Il faut que l'élection soit transparente,
il faut qu'il y ait l'alternance, mais aussi il faut que la justice fonctionne, il faut que la loi, donc le droit s'impose, il faut donc qu'il y ait la lutte contre la corruption. Parce que quand il y a des investissements d'une part et que d'autre part, il n'y a pas le règne de la loi, alors ça génère une gestion rigoureuse. Parfaitement, parce qu'une gestion rigoureuse exige la crainte de la loi. Donc, qui est la crainte de la punition, en quelque sorte. Parce que quand dans un État, il y a l'impunité, et même quand il y a l'alternance démocratique, on ne peut pas rentabiliser cette alternance démocratique. Donc, moi, je dirais qu'il faut rentabiliser cette alternance, cette paix qui s'installe en Sierra Leone, par des investissements. Mais ces investissements ne peuvent être vertueux que dans la mesure où l'État est véritablement soumis au droit, dans le sens où il y a la rigueur de la loi, et dans le sens où il y a la lutte contre la corruption, et dans le sens où l'argent injecté dans l'économie va aller là où ça doit aller. Voilà, parce qu'on a vu sous d'autres cieux, hein, je ne citerai pas les noms, où il y a eu beaucoup d'investissements, mais cet argent finit plus dans des comptes offshore ou dans des constructions de villas des dignitaires du régime que pour, je dirais, rehausser le niveau de vie des infrastructures, le niveau de vie des populations. Puisqu'on parlait, par exemple, du taux de croissance. Alors, moi, le taux de croissance, c'est bien, mais c'est mieux quand ça se répercute dans la vie si effectivement des populations. La richesse produite est mieux. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le taux de croissance soit faramineux, alors que la population, il y a 70% des Sierra Leonais qui vivent sous le seuil de la pauvreté. On a avec nous Sierra Leone. Dites-nous, monsieur Baki Youssoufou, le chantier sur lequel, l'un des chantiers prioritaires sur lesquels on attend le nouveau président, c'est évidemment la lutte contre la corruption. On dit son prédécesseur n'a pas atteint des résultats significatifs sur ce plan. Quelle est l'ampleur du phénomène dans votre pays? C'est phénoménal. Pourquoi? Parce que, pour revenir un peu en arrière, le EPC a été créé, c'était un parti communiste, hein, le All People Congress, c'est un parti communiste. Hein. Donc ça a été soutenu beaucoup pendant des années par la Chine et Cuba. Donc la présence de la Chine auprès de la EPC... C'est une suite logique de votre histoire. Ernest Bai Koroma a passé beaucoup d'années en Chine en tant que... donc il connaît bien la Chine, il parle chinois, donc c'est normal. Et la relation entre la Sierra Leone, par exemple, dans la canne à sucre, et la Chine, elle date d'il y a longtemps. Moi, quand j'étais petit, il y avait les Chinois dans mon village. Donc ce n'est pas le phénomène actuel en Afrique. C'est un partenaire historique. C'est très historique. C'est très historique. Donc, moi, cela ne m'inquiète pas beaucoup. Par contre, comme disait Maître tout à l'heure, moi, ce qui m'inquiète, c'est la course du taux de croissance, qui oublierait les transformations réelles dans la vie réelle des gens. Et la vie réelle des gens, souvent, ne figure pas dans le taux de croissance tel que le calcule le FMI. Et donc, souvent, les présidents africains, les dirigeants africains se satisfont des taux de croissance et ça courent après ça, significativement. Courent après ça et oublient ça. Donc, moi, je pense qu'un des chantiers, c'est de se préoccuper vraiment de la vie réelle des Sierra Leonais, qui est un pays riche en minerais. Mais je ne parlerai même pas de ça parce que pour moi, c'est encore une source de problèmes. Mais un pays où il y a 2 saisons de pluie, où tout pousse, comme dirait ma grand-mère, même quand on va aux toilettes, ça peut pousser. Donc tout pousse. Tout pousse chez vous. Tout pousse. Et donc, à mon avis, il faudrait se concentrer sur la capacité de faire en sorte que les Sierra Leone puissent s'autosuffire alimentairement, l'éducation et la lutte contre la corruption suivra derrière. Parce que si vous avez un peuple qui a faim, quelles que soient les mesures que vous mettez en place pour lutter contre la corruption, je vous jure, le monsieur qui travaille à la poste, si dans son village il y a la famine et qu'il y a quelques subsides possibles à la poste pour nourrir son village, c'est la première chose qu'il fera, c'est ça. Donc l'autosuffisance alimentaire, violemment, pour moi, je m'attaquerai à ça parce que c'est la source même de toute autre lutte contre la corruption. Et derrière, sur l'investissement, je pense que la Sierra Leone est un beau pays. C'est vraiment un pays où il y a la plage quasiment dans 90% du pays et où aujourd'hui le tourisme n'est pas développé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure et rien. À développer. Voilà. Et dites-vous, le président l'a dit, le président Madabio l'a dit dans son discours d'investiture, mais qui faisait office aussi d'une certaine manière de discours, programme. Je veux rendre l'école primaire et secondaire gratuite. C'est une mesure qu'il faut applaudir là aussi. On voit que l'homme veut
peut s'attaquer réellement au social? Mais écoutez, vous savez quand même que le pays, suivant l'indice de développement humain, c'est vrai, est très mal classé. Est classé 180 sur 188. Donc sur les chiffres du FMI. On peut pas dire que ce pays va mieux. Hein. Ça, c'est très important. Mais les bases sont là. Les bases sont là. On doit quand même dire qu'à l'issue de cette crise humanitaire liée au virus Ebola, au ralentissement de la production liée à la baisse, bien entendu, des prix des matières premières, surtout concernant le fer, dans le cas de la Sierra Leone. L'économie a connu a pris un grand coup. L'économie sierra-léonaise a pris un coup. Il y a une contraction. Et quand on parle effectivement des indicateurs macroéconomiques concernant la croissance, mais le taux de chômage est toujours très élevé. La population n'a pas pu bénéficier même aux périodes où il y avait l'embellie économique. C'est comme toutes les tares de l'Afrique. Vous avez un secteur économique. Il y a quoi comme secteur économique? Il y a l'agriculture, il y a le secteur minier, il y a le secteur des services. Alors quand vous prenez le secteur minier, il contribue à combien de pourcents ou en valeur du PIB? C'est aux alentours de 5 à 6%. Mais parfois 7%, évalué à 7%. Et pourtant, vous voyez que dans le secteur agricole, qui emploie environ 68% de la main-d'œuvre active, c'est plutôt vers ces secteurs qu'il faudra exceller, puisque dans le secteur de la transformation minière, il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, dans ce cas, l'aide financière qui viendrait effectivement des investisseurs pourrait développer le secteur de la transformation des minerais pour pouvoir créer davantage de l'emploi, s'attaquer aux vrais problèmes des Sierra-Léonais et apporter des solutions beaucoup plus pérennes pour que le bien-être soit d'actualité dans ce pays. Effectivement, ça fait partie, Maître Mzamba, des craintes, parlant notamment des Chinois, la question de la promotion agricole des Chinois qui aujourd'hui cultivent du riz en Afrique, mais pour la Chine, qui achète des terres, mais des pans entiers de territoire pour consacrer à l'agriculture dont les produits sont destinés à la Chine, donc à la consommation. Comment résister à ça? Comment résister à ça? C'est déjà avoir le sens de la protection des intérêts vitaux de son pays. Voilà, il y a déjà ça. C'est qu'on ne peut pas reprocher aux Chinois d'avoir une vision. La Chine a une vision. Donc la Chine comprend que la plupart des terres africaines, c'est des terres qui sont très riches. Et donc, il faut anticiper, il faut donc acquérir ces terres avant que les Africains aient conscience de ce dont ils pourraient faire de ces terres-là. Donc une fois qu'ils ont ça, eh ben, ils font le nécessaire, ils cultivent et puis ils investissent, ils importent dans leur pays. Mais il ne faut pas reprocher aux Chinois ce qu'ils font, il faut reprocher plutôt aux États africains ce qu'ils ne font pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ne font pas? C'est-à-dire que l'État, d'abord, avant tout, le rôle premier de l'État, c'est d'abord de protéger sa population. Donc, c'est aux États africains de discerner quels sont les intérêts à court terme, moyen terme et à long terme de leur population. On a parlé tout à l'heure de l'importance du secteur agricole. Voilà, donc, on ne peut pas, quand on a des leaders, on a une élite qui a une vision, céder des secteurs d'activité aussi stratégiques que l'agriculture. Voilà, parce que la terre, c'est le lieu où l'agriculture s'est faite. Absolument. Donc, la terre, c'est sacré. La terre, on ne la cède pas. On peut la mettre en location. Voilà. On peut la mettre en location, voilà, sous des conditions bien précises. On signe des accords et dans ces accords-là, on protège ses intérêts. Les accords sont faits pour ça. Donc, on a des juristes qui sont là pour veiller à ce que les intérêts de l'État... Des agronomes qui sont là. Exactement, pour veiller à ce que les intérêts de l'État soient maintenus. Donc, je pense que, et j'espère qu'avec ce qui se passe maintenant, il y a un élan de conscience de plus en plus en Afrique. Il y a des dirigeants qui respectent de plus en plus l'alternance et qui vont devoir convaincre les populations. Et donc, dans ces jeux de débat, dans ces jeux de contradictions, il y aura de plus en plus de dirigeants, je l'espère, qui vont penser à l'intérêt de leur population
en évitant de vendre les terres. De brader. Voilà, parce que les terres, on peut les mettre en location, mais on ne peut pas vendre des terres. Si on les vend, alors on doit les vendre dans le cadre d'une stratégie, mais à des proportions qui ne doivent pas porter atteinte à l'intérêt global de la population à long terme. Voilà, c'est là. Donc moi, je me dis que il faudrait arrêter un peu de Chinese bashing. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'en prend beaucoup aux Chinois, c'est bien, mais les Chinois font ce qu'ils ont à faire, ils ont une vision. Il faut plutôt se demander qu'est-ce que les États africains ne font pas. Ils font ce qu'ils ont à faire, sauf que les poissons en plastique et les riz en plastique... Ah oui, mais comment ça se fait que ça rentre dans les territoires africains? C'est une question. Ah ben voilà, donc si les États africains jouaient leur rôle, ça ne rentrait pas dans le territoire africain. Si on avait érigé des barrières de contrôle, effectivement. Exactement. On en revient à la corruption. C'est important d'en parler peut-être, en parlerions-nous davantage dans le cadre d'une autre émission, mais je propose, Comac, une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.